maintenant à Catherine qui a 19 ans, qui à l'âge de 14 ans a été placée, tout comme votre sœur et votre frère également, hein, dans une maison d'enfants, Oui. près de Gap, appelée la Sapinette, après avoir vécu 6 mois, comme on le disait tout à l'heure, dans une famille d'accueil. Vous voulez dire 2 mots sur cette famille d'accueil chez qui vous avez passé quelques mois? On va l'apercevoir dans le reportage. Super, une expérience formidable. Enfin, des gens qui... C'était pas une famille d'accueil, qui nous connaissaient comme ça en tant que médecin de famille, et puis qui ont accepté de nous prendre malgré tous les risques que ça pouvait encourir par rapport à mon père. Quoi, les risques d'une vengeance, de quelque chose comme ça, vous voulez dire? Mon père est une personne très impulsive, très agressive, et ils ont accepté malgré tout de nous accueillir. Et c'était formidable. Vous n'êtes pas resté longtemps, 6 mois seulement, vous avez gardé le contact avec eux. Oui. Et c'est votre maman qui a découvert, je reviens à votre histoire, lorsque vous aviez 10 ans et demi, que votre père abusait de vous depuis plusieurs années. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots pourquoi il a été impossible d'en parler plus tôt à votre mère? Mon père me disait tout le temps, si tu le dis, ça se passera très mal, je te frapperai, s'il faut je te tuerai, mais il ne faut pas le dire à ta mère. C'est normal ce que je fais, tu m'appartiens. Donc aujourd'hui, comme on va le voir dans ce reportage de Jean-Marc et Pierre, vous vivez seul dans un appartement dont le loyer est pris en charge par la Sapinette, par le foyer, jusqu'à vos 19 ans, non, jusqu'à vos 21 ans? Jusqu'à la fin de mes études. Jusqu'à la fin de vos études. Donc là, vous passez le bac, après vous voulez faire des études supérieures. On va regarder comment vous apprenez à vivre seule, indépendante, comme une adulte, avec ce reportage donc, de Jean-Marc Borde et de Pierre Baumard qui sont venus vous rendre visite et qui se sont intéressés, comme nous tous ce soir, à votre vie, mademoiselle. On y va. Catherine, ça s'est passé comment cette matinée? Très bien, un sujet très intéressant, enfin, c'est très bien passé. C'était le bac blanc? Bac blanc déco droit. C'était super. Catherine a 19 ans et des préoccupations de son âge, les copains et le bac qu'elle passera dans un mois. Une chose pourtant la distingue des autres élèves, elle ne vit pas chez ses parents mais chez elle, dans un appartement. C'est un studio, je crois que ça fait 25-30 mètres carrés, pas plus grand. J'étais en foyer d'enfants et puis j'ai eu un contrat jeune majeur par la DAS. Et ce qui consiste que lorsqu'on a 18 ans, et on a un petit appart avec une somme à gérer par mois. Moi je touche 2000 francs. Bon attends, parce que comme elle n'est pas bien fraîche, il y a des glaçons. J'étais étonnée la première fois quand je l'avais vue dans un appartement, je comprenais pas. Donc tout de suite elle m'a expliqué forcément. Tu as compris ce qui s'était passé avec son père par exemple? Avec son père, pas tout non. Non. Pas tout. Parce Pas qu'elle se dévoile pas forcément. Son histoire, Catherine commence seulement à pouvoir la raconter. Elle avait 10 ans de moins lorsque sa vie a commencé à dérailler. À l'âge de 8-9 ans, mon père a fait des attouchements sur moi. Et ma mère s'en est rendue compte un jour. Mais longtemps après? 3-4 ans après. Et tu osais pas en parler? Non, parce que mon père m'avait dit que si j'en parlais à qui que ce soit, ça se passerait très mal pour moi. Et comme j'étais petite, je comprenais pas forcément. Et un jour, ma mère s'en est rendue compte. Le matin, elle est venue me voir et elle m'a dit qu'elle avait tout compris et que ça allait changer. Et elle est tout de suite allée chez le commissariat de police. Et mon père est allé en prison. Bon, après, mes parents ont divorcé. Et je suis allée vivre avec ma mère. Elle a eu le droit de garde. Bon, après, ma mère, elle déprimait un peu et elle s'est suicidée. Mais t'as compris pourquoi elle s'était suicidée? Je pense que c'est l'accumulation et je pense que si à l'époque la justice française l'avait un peu plus aidée, s'en serait sorti quoi. Parce que ton père était sorti de prison à ce moment-là? Oui, il était sorti de prison et toujours des menaces par téléphone. Lui, il lui cassait les vitres de sa voiture à coups de batte. Voilà. Et puis, par la suite, on allait en foyer d'enfants avec ma sœur.
Catherine retourne souvent à la Sapinette, la maison d'enfants qu'il a accueillie avec son frère et sa sœur et où elle est toujours suivie. Bonjour. Quand tu es arrivée, je me souviens bien, on avait poussé les murs pour vous accueillir. Toi et ton frère et ta sœur, parce qu'on était déjà complets et on nous avait dit, oh, il y en a trois petits, parce que je peux dire que tu étais petite encore à ce moment-là, qui attendent. Et puis on avait dit oui, et on vous avait accepté, et on avait poussé les murs, les lits et tout. Elle a beaucoup évolué depuis, Catherine? On peut dire que oui. Ce que tu as qu'à faire, c'est mettre 9 sur 7 moins 2 sur 7 à côté. Non, mets-le à moins 1,8, ne l'oublie pas surtout. Et régulièrement, la Sapinette reçoit de nouveaux enfants, souvent victimes de maltraitance physique ou psychologique. Et ta maman, quand ça à l'époque, qu'est-ce qu'elle faisait? Eh ben, elle me mettait dans la chambre, elle fermait la porte. Même avant que j'arrive ici, parce que ma soeur avait le droit de sortir et pas moi. Alors moi je suis sorti par la fenêtre et je suis allé avec ma soeur. Voilà. Et si tu crois, à cause de ça, que tu es venu ici, qu'est-ce que c'est pour me mettre hors de la portée de ma mère, pour pas qu'il arrive une catastrophe. D'accord. Autant de trouver un bon foyer. Voilà quoi. Parce que ce qu'elle disait que s'il n'y aurait pas eu ma soeur, elle m'aurait déjà tué quoi. Heureusement que ma soeur se mettait au milieu parce que sinon je serais plus là. Une fois elle m'a collé la tête contre le mur, il y avait un gros trou contre le mur quoi. Donc, comme une fois elle m'a cassé le bras. Et voilà. Vraiment cassé? Bah, t'es vraiment énervée ce jour-là. Non, mais c'est parce que elle était en train de faire le ménage. Et moi, je l'avais pas vu parce que je m'étais endormie, je me suis réveillée et je me suis levée. Et j'ai marché sur le mouillé. Et elle est arrivée, elle m'a vu que j'étais par terre. Elle m'a pris le poignet, le bras, elle m'a tourné le bras et j'ai entendu craquer. Après, j'ai essayé de bouger, j'arrive pas à bouger. Je disais arrête de faire l'imbécile et tout, c'est même pas vrai, t'as même pas le bras cassé, j'avais le bras cassé. Connais bien vos chevaux, ouais? L'arrivée au foyer est pour tous ces enfants une promesse de sécurité, mais il s'agit aussi de les aider à reprendre confiance en eux et à se reconstruire pour pouvoir un jour, si c'est encore possible, revivre avec leurs parents sur des bases plus saines. Toutes les activités ici, et notamment le cheval, sont des occasions d'échanges affectifs et d'acquisition des repères sociaux. Ils sont plus doux que certains êtres humains et puis certains animaux ont été maltraités aussi. Et quand ils voient qu'il y a des personnes gentilles qui s'occupent d'eux, ça les remet en confiance, un peu comme nous. Allez les enfants, on y va. Avant la Sapinette, Catherine et ses frères et sœurs ont vécu au sein d'une famille d'accueil. Il s'agit en fait de leur médecin généraliste qui avait décidé d'ouvrir leurs portes aux 3 enfants avec les meilleures intentions du monde. L'expérience n'a duré que 6 mois car il n'est pas si simple de venir en aide à des enfants démunis. Aujourd'hui, ils peuvent encore se voir et ne s'en privent pas, mais ils n'ont pas le droit de vivre ensemble. Un beau jour, un dimanche, on était sur Grenoble chez nos enfants. Un coup de téléphone, il faut rentrer tout de suite. La maman vient de se suicider. Et quand je suis arrivée, ils se sont jetés dans mes bras et ils m'ont dit cette fois on est abandonnés. Et je leur ai dit à ce moment-là, ils s'en rappellent d'ailleurs, de toute façon on ne vous laissera pas tomber, on va bien trouver quelque chose à faire. Et nous là, nous avons commencé à nous renseigner pour savoir comment on pouvait devenir une espèce de repère pour eux. Et là, on a appris qu'on pouvait être assimilé à une famille d'accueil, dépendant d'un éducateur qui surveillerait un peu ce qui se passait. Et on avait donc des comptes à rendre au juge des enfants. Tu te souviens? Au foyer, quand on vous a prises toutes les deux, on avait l'impression de partir pour une grande aventure. J'allais retrouver une vie de famille normale, enfin, avec l'école juste à côté. Le soir, on rentre, on a la famille, on discute, tout ça. En réalité, ce qui s'est passé, qu'on a compris qu'après, c'est que l'éducateur était chargé à la fois des 3 enfants et à la fois du papa. Et l'éducateur a commencé à se dire qu'on était en train de privilégier les relations que les enfants créaient dans leur nouvelle famille et que du coup, on écrasait, enfin, on éliminait le père peu à peu, alors que les liens de sang devaient prévaloir,
comme s'ils découvraient un autre milieu social et qu'en réalité, il n'y avait pas droit, c'était pas pour eux. Comme si on n'avait pas le droit au bonheur. Oui. C'était de toute manière, voilà. Oui, on a Je sais pas, je veux dire, quand on vit dans une famille, on peut pas s'éviter. On est obligé de se rencontrer, on est obligé de s'attacher. Forcément. On était bien. Et puis bon, du jour au lendemain, on a dû plier nos bagages et partir à la sapinette. Et ça n'a pas été évident. Dans leur tête, ça a cheminé et je pense que longtemps, ils ont pensé qu'on les avait abandonnés. Cette vie chaotique, Catherine a appris désormais à la gérer puisque c'est cela aussi le lot des enfants maltraités. Aujourd'hui, elle aimerait pouvoir pardonner, mais son père ne pourra jamais lui rendre ce dont il l'a privée. J'ai l'impression de ne pas avoir eu d'enfance. Enfin, j'ai des bons souvenirs quand même, les vacances passées avec eux, mais très peu de bons souvenirs et beaucoup de mauvais. Voilà, vous parlez des bons souvenirs. Est-ce qu'avec le temps, les bons souvenirs arrivent à remonter, à prendre le pas sur le mauvais? Les bons souvenirs sont surtout avec ma mère, se passer avec ma mère quand ils ont divorcé. Ouais. Et très peu quand on est parti en vacances ensemble, de temps en temps. Mais j'ai surtout de très mauvais souvenirs. Ouais. Vous nous avez dit, Catherine, que vous aimeriez pouvoir aujourd'hui faire un pas vers votre père. Pourquoi? C'est vrai que je lui en veux beaucoup d'un côté, mais ça reste mon père et je sais que s'il ferait des efforts, je serais prête à retourner vers lui. Mais s'il n'en fait pas, j'en ferai pas. Pourquoi c'est important pour vous de pouvoir retourner vers lui? Ben, c'est mon père et c'est la seule personne qui me reste. Enfin, comme j'ai plus ma mère, j'essaye de compter un peu sur lui, mais non, pas possible. Vous n'avez pas eu de contact avec lui? Non, on ne se parle plus. Depuis combien de temps? Depuis déjà avant que ma mère meure, on se parlait très peu. Et maintenant, on ne se parle plus du tout depuis que ma mère est morte, en fait. Vous avez votre sœur et votre frère, vous êtes la grande sœur, non? Oui. Plus, il faut s'occuper d'eux. J'imagine, sur le besoin de recontacter votre père, on a compris que vous n'aviez plus votre maman, que c'est le seul parent qui vous reste. C'est quoi? C'est un besoin de comprendre que vous avez? C'est un besoin de pardonner? Un besoin de sentir de l'amour de la part de ceux qui vous ont conçu? Un besoin de sentir de l'amour de sa part. Vous avez besoin de comprendre aussi? De comprendre, oui. Mais d'un côté, je le comprends parce qu'en fait, quand il est petit, il a vécu ça aussi. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il l'a reproduit, mais... Vous aimeriez qu'il vous le dise, que vous puissiez de pouvoir en discuter avec lui? J'aimerais discuter avec lui, mais c'est pas possible. Vous avez entendu tout à l'heure Félicie et Suzanne discuter de la culpabilité que ressent Félicie, notamment encore aujourd'hui. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, à ce sujet? Moi, je me suis sentie coupable aussi quand j'étais petite. Puis avec l'âge, j'ai compris que non. Et je me suis sentie coupable aussi par rapport à ma mère. Je me suis dit que si elle s'était suicidée, dans un sens, c'était à cause de ça, que si on n'avait pas vécu tout ça, qu'elle n'avait pas vécu, ben, on n'en serait pas à ce point. Et vous vous sentez encore coupable vis-à-vis de son suicide? Oui. Oui? Vous voulez dire un mot, Suzanne? Oui, moi je voudrais dire, Catherine, que la chance que vous avez eue, peut-être, c'est que votre... enfin, la chance dans le malheur, c'est que votre mère vous reconnaisse victime et puisse dénoncer votre abuseur. Ça, je crois que c'est ce qui vous permet de repartir et de reconstruire plus facilement. Puis, je voudrais dire un mot aussi sur les thérapies par les animaux. Parce que les animaux, enfin, ce que les personnes disent, c'est qu'avec un animal, il n'y a pas de trahison, quoi. Hein, c'est clair, ils aiment ou ils n'aiment pas. S'ils aiment, ils viennent, s'ils n'aiment pas, ils s'en vont. Alors que finalement, l'abus sexuel et la violence est une trahison majeure d'un enfant, enfin du parent envers l'enfant. Parce qu'un enfant, qu'est-ce qu'il attend de son parent? La protection, le respect, la reconnaissance. Et il y a la trahison de tous ses besoins fondamentaux dans un abus. Voilà. Vous avez envie d'avoir des enfants? Beaucoup. Beaucoup? Oui. Beaucoup envie ou beaucoup d'enfants? Beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Je vais donner la parole à Bénédicte. Si vous voulez intervenir, vous intervenez. Tous les micros sont ouverts, si vous voulez parler. Moi, ce que je crois avoir remarqué chez les filles, enfin bon, n'oublions quand même pas qu'il y a
presque autant de filles que de garçons abusés. On va voir ça ne parle avec pas Pascal des garçons abusés, mais bon. On va voir ça avec Pascal Vivet dans Oui, un on va en reparler. Ce que j'ai cru voir, moi, enfin, c'est que tant que la sexualité est investie dans la maternité, ça va. À partir du moment où le couple a atteint son nombre d'enfants, c'est-à-dire ne désire plus avoir d'enfants, la sexualité, enfin, la femme n'arrive plus à assumer sa sexualité parce qu'il y a quelque chose de donner ma sexualité pour la jouissance de l'autre, l'homme, plus possible. Je ne suis pas, ça fait revivre l'objet, ça fait revivre la femme comme un objet. Et donc, tant qu'il y a des enfants, ça va. Après, c'est terminé. L'amour d'un enfant envers son parent, c'est un amour inconditionnel. Alors, on va se réparer avec ça. Mais il ne faut pas qu'il y ait un processus inverse qui se mette en place et que l'enfant ne soit qu'un outil de réparation. Et ça, c'est un petit peu le danger qu'il peut y avoir. C'est-à-dire, pas utiliser, c'est un peu fort comme terme, mais faire en sorte que la vie ne prenne de sens que parce que l'enfant existe. C'est ce que nous dit Félicie depuis le début de l'émission. Oui. Si mon enfant, s'il arrive un malheur à un de mes enfants, ce serait très dur.